L'Ukraine ne sera jamais une victoire russe. La guerre en Ukraine est une guerre par procuration, une guerre entre la Russie et les États-Unis. Cette guerre se terminera quand le complexe militaro-industriel américain aura assouvi sa faim. Les forces américaines ne sont pas en Europe pour s'engager dans un conflit avec les forces russes. Les forces américaines sont là pour défendre leurs alliés de l'OTAN. Que se passera-t-il si l'OTAN attise encore plus les tensions? Alors l'opération militaire spéciale cessera d'être une opération militaire, ce sera la guerre. Quiconque s'essaie à menacer notre peuple doit savoir que la réponse de la Russie aura pour vous des conséquences telles que vous n'en avez jamais connues dans votre histoire. Le but de l'opération est de vaincre le nazisme et surtout de vaincre l'Occident, car l'alternative est la destruction complète de la Russie d'aujourd'hui en tant que telle. Février 2007, Vladimir Poutine prononce son discours de Munich et pose un nouveau jalon dans l'histoire contemporaine. Beaucoup considèrent ce fameux discours prononcé pendant la conférence sur la sécurité comme un tournant dans les relations entre Moscou et l'Occident. Merci beaucoup. Ce jour-là, Vladimir Poutine s'exprime sans ambiguïté sur les principaux problèmes géopolitiques. Il critique durement le modèle du monde unipolaire, la politique étrangère des États-Unis et le recours injustifié à la force contre les autres États. L'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape sérieusement la confiance mutuelle. Et nous avons légitimement le droit de nous demander contre qui cet élargissement est-il dirigé? Et que sont devenues les assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? La suite des événements, tant ceux de Géorgie que le coup d'État de Maïdan financé par l'Occident, la volonté d'intégrer à tout prix les deux États dans l'OTAN ont causé de nouveaux conflits et provoqué une profonde crise sur la sécurité globale. Les nombreuses tentatives de Moscou pour convenir des règles du jeu en Europe sont restées vaines. Avant 2014, l'Amérique avait l'intention d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, mais un nouveau facteur, celui de la Crimée, est intervenu. Ils avaient l'intention d'établir une base militaire en Crimée. Le 17 mars, un référendum a eu lieu en Crimée. Plus de 96% se sont prononcés pour la réunification à la Russie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De fait, la Crimée est un porte-avions insubmersible. Qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Par conséquent, je ne suis personnellement pas surpris, au regard des paramètres géopolitiques, qu'on cherche à transformer l'Ukraine en tête de pont. À la veille de la crise, la stratégie américaine consistait à faire de l'Ukraine un contrepoids politique et militaire à la Russie. L'entraînement des forces armées ukrainiennes a été mené méthodiquement sur leur territoire. Depuis des années, les États-Unis fournissent l'Ukraine en armes létales et non létales, pour des sommes allant de 100 à 300 millions de dollars par an. En 8 ans de régime nazi au pouvoir à Kiev, les forces armées d'Ukraine ont été sérieusement entraînées. D'une part, l'OTAN les a entraînées à la base de Yavorov et dans d'autres centres. Selon le Pentagone, environ 35 000 hommes sont passés par là. Cela représente un assez haut niveau de préparation, d'autant que tous les instructeurs avaient fait l'Irak, l'Afghanistan. C'étaient donc des spécialistes de l'OTAN ayant l'expérience du combat. Pendant ces 8 années, l'armée ukrainienne a été renforcée en armement. Depuis les visées nocturnes, l'équipement et les armes à feu jusqu'à des stations de brouillage, des postes de reconnaissance d'artillerie. L'an dernier, ils ont commencé à recevoir des drones modernes. Ce que nous voyons actuellement n'est d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg. Le bilan logique de la politique cohérente de Washington, mise en place sur de longues années, l'Ukraine a été choisie dans le milieu des années 1990 pour servir de tête de pont de l'OTAN aux frontières de la Russie. C'est à cette époque qu'elle a commencé à être intégrée dans les structures militaires de l'OTAN. En 2008, George Bush Jr. a dit qu'il voulait que l'Ukraine et la Géorgie entrent au plus tôt à l'OTAN. Ensuite, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, William Burns, aujourd'hui directeur de la CIA, a envoyé une note diplomatique. Quand c'est non, c'est non. Ne franchissez pas la ligne rouge s'agissant de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. On entend dire aujourd'hui que c'est nous qui avons commencé la guerre au Donbass, en Ukraine. Non.
Elle a été déclenchée par ce même Occident collectif qui a organisé et soutenu en Ukraine un coup d'État anticonstitutionnel en 2021, puis a encouragé et justifié le génocide des habitants du Donbass. Fin 2021, Kiev concentre 150 000 militaires parfaitement entraînés et armés jusqu'aux dents aux frontières de la RPD et de la RPL. Les données du renseignement sont claires, inutile de se faire des illusions sur d'éventuelles mesures défensives. Une agression militaire ukrainienne de grande ampleur vers le Donbass et la Crimée est en préparation. Les Américains sont allés assez loin. Je n'exclus pas que l'Ukraine était prête à élaborer des armes de destruction massive sur le long terme. La première option était de porter un coup préventif et le sang se mettait à couler sur le territoire de l'Ukraine. La seconde option consistait à attendre que les FAU attaquent et le bain de sang avait lieu au Donbass, sur le territoire du Donbass et celui de la Crimée, avec toutes les conséquences que cela implique pour les civils. Nous avons préféré anticiper et les premiers 10 ou 15 jours, nous étions sur un scénario de guerre éclair. Le 24 février, le bruit des bombardiers russes déchire tout à coup l'air dans le ciel de l'Ukraine. Profitant de l'avantage tactique que leur donnaient les faits de surprise, les forces armées russes attaquent depuis les airs les cibles stratégiques importantes dans toute l'Ukraine. Bases militaires, usines, entrepôts d'armement, aérodromes, centres logistiques. En parallèle, les forces terrestres lancent une offensive rapide. Les troupes se dirigent vers Kiev, Tchernigov, Soumy, Kharkov, Kherson et Mariupol, avançant simultanément dans toutes les directions. Il y en a déjà une vingtaine qui sont passés. On ne voit pas les armes ukrainiennes, ce sont sûrement des Russes. Nous avons pu exécuter une très belle opération de débarquement des troupes aéroportées sur Gostomel. Il est évident que d'un côté, les forces qui étaient concentrées étaient insuffisantes pour prendre Kiev. D'un autre côté, la menace sur Kiev était si réelle qu'elle a obligé l'Ukraine à contre-attaquer pendant les 3 semaines suivantes. En fait, nous avons bloqué 2 groupes, le groupe de Kharkov et celui de Kiev, et nous sommes parvenus à les décimer. Dès le 2e jour de la guerre, j'ai écrit un article dans lequel je suggérais que la guerre et les hostilités dureraient environ jusqu'à juillet ou septembre. La majorité des gens, hommes politiques y compris, disaient que la guerre ne durerait qu'1 ou 2 semaines, 1 mois maximum. Nous vaincrions et l'on reviendrait au statu quo. La Russie ferait retraite parce que nous étions forts, nous avions une armée et l'Occident était avec nous. C'est-à-dire que l'Occident allait faire pression sur vous à l'aide de sanctions et vous devriez vous désintégrer. La Russie représente une menace directe pour notre sécurité. Sur le plan militaire, cette entreprise odieuse et barbare de Vladimir Poutine doit échouer. C'est une question de vie ou de mort. Cela concerne l'avenir de l'ensemble de la communauté internationale. L'Alliance tout entière soutiendra l'Ukraine autant qu'il le faudra pour se convaincre qu'ils ne supporteront pas de défaite en Ukraine. Pardon, je voulais parler de la défaite de la Russie en Ukraine. Il est apparu clairement que nous n'étions plus contre l'Ukraine, mais contre un bloc entier de pays sur le territoire ukrainien, avec l'aide de l'armée ukrainienne dans le rôle d'armée coloniale ou de proxy. Et par conséquent, nous nous sommes retrouvés en plein dans une guerre à grande échelle. Les milices des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, soutenues depuis les airs par l'aviation russe, mènent des opérations offensives. Grâce à la coordination du système de défense aérienne, les troupes russes parviennent à intercepter plus de 97% des objets aériens de l'ennemi. Le ciel ne nous appartient pas et nous ne contrôlons pas le ciel. Les missiles russes aujourd'hui encore peuvent atteindre n'importe quel point. Non seulement vous descendez tous nos avions, mais vos missiles peuvent aussi pénétrer notre défense aérienne. Dans les premiers jours de l'opération spéciale, des territoires d'importance stratégique passent sous contrôle russe sans faire de résistance. La région de Kherson, limitrophe de la Crimée, et une grande partie du Zaporozhye, là encore l'infrastructure militaire et les équipements techniques qui devaient être employés contre le Donbass sont immédiatement détruits. La Russie ne se contente pas de recueillir des renseignements. Elle effectue également du contre-espionnage tactique, non seulement contre les services de renseignement ukrainiens, mais aussi contre ceux des États-Unis et d'Europe qui soutiennent directement l'Ukraine.
Formant durant toutes ces années ce qu'on appelle les défenseurs de l'Ukraine, leurs curateurs occidentaux choisissent délibérément les tactiques militaires les plus dangereuses et les plus dures du point de vue des conséquences pour la population civile. L'armée ukrainienne a été formée à des opérations offensives, au combat urbain. Ils ont été très bien entraînés. Bien plus, à l'instigation de leurs curateurs occidentaux, les dirigeants ukrainiens reprennent à leur compte l'ancienne pratique des festangs, causant forcément des victimes dans la population civile. Allez-vous-en! Il y a plein d'enfants dans les sous-sols. Le mot festing est un terme allemand des années 1944-1945. C'est la ville-forteresse. Les villes étaient préparées à une défense totale, les habitants, dans le cas présent, servant de boucliers vivants. Pour l'Ukraine, ces festings, ces points de défense ont pour but d'épuiser complètement la Russie. Malgré l'intensité des opérations militaires, Moscou est prête, dès les premiers jours du conflit, à s'asseoir à la table des négociations. Les premiers tours ont lieu en Biélorussie, puis les pourparlers se poursuivent par visioconférence sans résultat. Fin mars, un mois après le début de l'opération spéciale, les délégations russes et ukrainiennes reprennent les négociations directes à Istanbul. Le président turc Recep Erdogan joue personnellement le rôle de médiateur dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le fondateur de notre État, Kemal Atatürk, avait pour slogan « Paix dans la patrie, paix dans le monde ». C'est le principe fondateur de notre politique étrangère. Nous sommes pour la paix. Quand les pourparlers d'Istanbul commencent à porter leurs fruits, Biden, sans perdre un instant, réunit les dirigeants de l'Union européenne. Il ne parle pas des initiatives de paix. De quoi parle-t-il? De l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Il s'efforce de rompre le processus de négociation. Il discute de la livraison de chars et d'avions. Cela montre malheureusement de quel côté les opérations militaires doivent continuer. Pour l'Occident, l'Ukraine n'a pas tellement d'importance. Les négociations ne débouchent finalement sur rien. L'Ukraine fait connaître ses propositions de traité de paix. Moscou, en vue d'une désescalade du conflit, retire ses troupes des régions de Kiev, de Tchernigov et de Soumy. En réalité, il s'agit d'un regroupement. Les unités russes désengagées sont reportées sur la région de Kharkov et au Donbass. C'est le début de la seconde phase de l'opération spéciale. La tactique initiale consistait en attaque frontale classique, en utilisation massive des véhicules blindés, en frappe d'infanterie entraînant de lourdes pertes. Nous avons donc changé d'approche et appliquons désormais la tactique des petits chaudrons, c'est-à-dire de briser plusieurs lignes de défense au prix de pertes considérables en hommes et en véhicules blindés. L'objectif est de grignoter un morceau, d'y détruire l'adversaire, de mordre toujours plus avant et de ronger ainsi tous les degrés de la défense. Les opérations militaires russes sont aussi un but politique. Il s'agit d'obliger l'adversaire à se rendre et à cesser toute résistance. Mais l'accent est mis sur 2 points. Sauvegarder la vie des populations civiles et préserver la vie des soldats de l'adversaire. En créant ces petits chaudrons, on met en place les conditions pour qu'ils se rendent en grand nombre. Et cette tactique a prouvé son efficacité. L'objectif principal de la première étape était de réduire l'infrastructure militaire à néant. La Russie doit établir maintenant un contrôle total sur le Donbass et sur l'Ukraine méridionale, avant tout pour sécuriser la Crimée et se garantir une voie terrestre vers la péninsule. J'estime que la Russie avance de façon réfléchie, avec maturité. Il me semble qu'un dirigeant russe a dit qu'il n'était pas limité dans le temps, ce qui veut dire qu'il ne cherche pas à obtenir artificiellement une victoire pour juillet ou pour août. On peut se poser la question, la Russie peut-elle parvenir à ses objectifs militaires stratégiques avec les forces qu'elle emploie aujourd'hui? Certains pensent que c'est impossible, mais la seule chose qui compte, c'est l'opinion des militaires russes et du gouvernement russe. S'ils considèrent que c'est possible et que les militaires continuent à agir comme ils le font maintenant, cette guerre se poursuivra probablement tout l'été et se terminera par une victoire stratégique de la Russie. Pour la Russie, ce conflit a le statut d'opération militaire spéciale, ce qui veut dire que les opérations militaires sont menées avec des moyens considérablement réduits. Ici, aux États-Unis, on affirme que les Russes se sont empêtrés dans leur offensive.
Que les Russes avancent plus lentement, qu'on ne s'y attendait, parce que les Ukrainiens se battent avec ardeur. Non, pas du tout. En réalité, une autre stratégie a été choisie. Les Russes l'ont dit dès le début, ils veulent éviter de faire trop de victimes dans la population civile. Leur but, leur politique, n'est pas d'anéantir l'infrastructure de l'Ukraine. Les bâtiments civils ne sont pas leur objectif. Nous ne considérons pas l'Ukraine comme un quasi-ennemi. Nous ne considérons pas les Ukrainiens comme une population hostile. C'est pourquoi nous sommes largement limités dans l'emploi de notre armement, de l'armement lourd notamment. Nous avons choisi de ne pas reprendre la tactique des Américains en Irak. Les Américains ont effectué 4000 vols, ce qui leur a permis de pratiquement raser l'Irak, de transformer ses terres en paysages lunaires. Les troupes terrestres ne sont montées à l'attaque qu'après. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous pouvons employer des TU-22, des TU-95 et raser les grandes villes, aussi bien Kiev que Kharkov. Nous avons assez de bombes et assez d'avions pour cela, mais tout ce que nous entreprenons n'est pas dirigé contre les populations civiles. Nous faisons en sorte de préserver l'infrastructure pour sauvegarder la vie des civils forcés de vivre sous le régime néo-nazi de Kiev. L'armement livré à l'Ukraine ne peut d'ailleurs pas changer radicalement le cours des opérations militaires. En réalité, elles ne font que prolonger le conflit, augmentant le nombre de victimes tant parmi les civils que parmi les militaires des deux côtés. Tout le monde le comprend parfaitement, aussi bien à Kiev qu'à Moscou et à Washington. La guerre en Ukraine est une guerre par procuration. C'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Là encore, les États-Unis participent à la guerre sans perdre d'hommes. Depuis le 11 septembre, l'économie des États-Unis marche, peut-on dire, sur des rails militaires. Nous avons besoin d'être en guerre. Autrement, notre économie est en crise. Quand on voit les sommes énormes qui sont dépensées pour l'Ukraine, 40 milliards de dollars, 13 milliards de dollars, il faut bien avoir à l'esprit que nous ne lui signons pas un chèque, que nous n'offrons pas cet argent à l'Ukraine. Pratiquement aucun centime n'arrive à l'Ukraine en espèces. Où vont ces sommes? À l'industrie de l'armement américaine. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée et celle du Vietnam, pendant la guerre du Golfe, en Afghanistan, en Irak et à présent en Ukraine, les entreprises du complexe militaro-industriel américain ont toujours gagné des sommes colossales et continuent à en gagner. La croissance de l'économie américaine est fondée sur cette base. Par exemple, sous prétexte de la menace chinoise, ils vendent chaque année pour des milliards de dollars d'armement à Taïwan. Tous les ans, sous prétexte de menaces de la part de l'Iran, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe pour des milliards de dollars. C'est la cause principale de la guerre. La guerre ne se terminera pas tant que le complexe militaro-industriel américain n'aura pas assouvi sa faim. Il ne faut pas oublier qu'après 1990, les États-Unis ont été une puissance hégémonique, l'unique superpuissance. Mais les guerres en Irak et en Afghanistan n'ont pas été un succès. La Russie a relevé la tête et la Chine est arrivée sur la scène internationale, y faisant irruption tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Ainsi, le monde est de nouveau multipolaire et les États-Unis cherchent à utiliser la situation pour revenir au monde unipolaire américain. Notre armée a atteint à 100% son objectif de démilitarisation en 100 jours. L'Ukraine combat à présent uniquement avec les armes de l'OTAN. Les Américains et la Grande-Bretagne essaient de créer une nouvelle armée. Elle est formée actuellement sur le territoire de l'Allemagne, sur ceux des États-Unis, de la Pologne et de la Grande-Bretagne. En même temps, l'Ukraine fait actuellement tout pour sacrifier au sens propre du terme, des ressources humaines colossales au Donbass. Ils sont prêts à laisser périr leurs propres soldats par milliers dans les chaudrons pour atteindre un seul but, pendant que ceux-ci meurent en retenant l'armée russe, avoir le temps de bâtir une nouvelle ligne de défense, un nouveau mur de l'Est Kharkov, Poltava, Zaporijie, Dniepropetrovsk, Nikolaïev, Odessa. Ce sera la nouvelle ligne. Autour de Dniepropetrovsk, 4 lignes de défense sont déjà construites, dont 2 en béton. Sous la pression de Washington, des lignes de défense invisibles sont dressées à leur tour aux frontières des deux voisins septentrionaux de la Russie, la Finlande et la Suède. Ils ont choisi d'intégrer l'OTAN à cause des prétendues intentions agressives de Moscou.
Les forces armées finlandaises et suédoises ont participé à tous les exercices militaires européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elles ont acheté des armes aux États-Unis et à l'OTAN. La planification militaire était synchronisée dans les deux pays. Les officiers ont fait leurs études dans les académies des principales puissances militaires de l'Alliance Atlantique. Ainsi, ce qui se produit actuellement est plutôt la mise en forme de contacts existants déjà depuis longtemps. Reste à regretter que le gouvernement suédois et surtout le gouvernement finlandais n'aient pas trouvé la force de résister à cette impulsion toute émotionnelle et qu'il n'ait pas préservé la neutralité qui était la condition et la garantie de proches relations et de bon voisinage entre nous. En acceptant la Suède et la Finlande dans l'OTAN, les États-Unis cherchent à bloquer l'accès de la mer Baltique à la Russie et en empêchant la Russie d'accéder aux mers chaudes, ils s'efforcent ainsi de couper la Chine de ce carrefour qu'est pour eux la Russie. Ils ne le font pas seulement en Baltique, ils voulaient obtenir la même chose par l'Ukraine et la mer Noire. En d'autres termes, en coupant à la Russie l'accès à la mer Noire et à la mer Baltique, ils veulent l'enfermer sur les rives de l'océan glacial arctique. En un mot, l'Amérique a des objectifs géopolitiques de grande ampleur. De ce point de vue, en intégrant la Suède et la Finlande, ils veulent faire de la mer Baltique un lac contrôlé par l'OTAN. Avec les Suédois, nous avons toujours eu des problèmes. La plupart du temps fabriqués de toutes pièces, comme l'histoire de la recherche de nos sous-marins dans leurs eaux territoriales et la chasse à nos saboteurs, qui se sont finalement révélés être des harengs ou je ne sais quoi d'autre qui nagent et qui échangent des signaux. Il y a eu toute une série de conflits comme celui-là, qui n'ont débouché sur rien d'ailleurs, mais qui rendaient la situation militaire assez tendue. Avec les Finlandais, c'était différent. Nous considérions traditionnellement les Finlandais comme des partenaires avec lesquels nous avions de bonnes relations d'affaires. Le plus important étant que la Finlande était une excellente plateforme diplomatique internationale. Pour mémoire, la déclaration d'Helsinki, qui a déterminé la paix en Europe pendant plusieurs décennies, a été signée à Helsinki précisément parce que la Finlande faisait partie du mouvement des non-alignés et disposait d'un statut tout à fait unique. Si la Suède n'a pas de frontière avec la Russie, en dehors de l'accès à la région de Kaliningrad par la Baltique, la situation est radicalement différente en ce qui concerne la Finlande. Nous avons près de 1300 km de frontières communes, dont plus de 1000 par voie terrestre. Pendant des décennies, depuis le traité de Paris en 1947, cet espace a été une zone de bon voisinage et de coopération. Les forces armées russes, par exemple, se sont retirées dans l'intérieur du pays, à plus de 1500 km de la frontière finlandaise. Resteront-elles sur leur position actuelle alors que la Finlande a cessé d'être neutre? C'est à voir. L'OTAN ne doit pas être un organe opérationnel. Il est difficile de conserver uni un bloc militaire intégré qui se compose de 30 États ayant des niveaux de formation militaire et d'équipement technique différents. Il est difficile d'assurer le niveau nécessaire de coordination entre eux. Avec l'intégration de ces pays d'Europe du Nord et donc l'élargissement de l'Alliance, ce sont ces pays qui y gagneraient. D'autres pays membres de l'OTAN plus grands du point de vue géographique, comme la Turquie, y perdraient une partie des privilèges qu'ils avaient obtenus auparavant. La Suède et la Finlande ont des privilèges limités. Leur contribution à la cohésion générale de l'Alliance, du point de vue territorial, serait limitée. Néanmoins, de son côté, l'OTAN devrait leur fournir des armes supplémentaires. De la frontière finlandaise à l'une des plus grandes villes russes, Saint-Pétersbourg, il n'y a qu'une heure en voiture. Une distance de seulement 140 km, le Pentagone semble considérer ce fait avec un extrême intérêt. Bien entendu, il ne faut pas oublier non plus la position de la Russie qui est la suivante. Si les pays d'Europe du Nord intègrent l'Alliance et acceptent d'installer sur le sol de la Suède ou celui de la Finlande des armes d'assaut ou d'autres armes capables d'atteindre le territoire de la Russie, il y aura conflit entre ces pays et la Fédération de Russie. Auquel cas, le conflit dégénérera en confrontation entre la Russie et l'OTAN. Nous entendons dire aujourd'hui qu'on veut nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire? Ils peuvent toujours essayer. Nous avons déjà entendu bien des fois que l'Occident veut se battre avec nous jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien.
Mais il semble que c'est ce qui se passe. Mais tout le monde doit savoir qu'en réalité, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé pour nous. Depuis le début de l'opération spéciale, l'armée russe et les unités de la RPL et de la RPD ont totalement libéré des nazis la République populaire de Lugansk, la région de Kherson, une grande partie des régions de Kharkov, Zaporojié et Donetsk. Cela représente en fait les territoires d'États européens de taille moyenne, comme l'Autriche. Ce n'est pas un petit territoire. Pour s'assurer le contrôle de la mer Noire, la Russie a pris l'île aux serpents, un point stratégique dépendant de la région d'Odessa. Aucun navire ne peut éviter l'île aux serpents et la voie maritime est contrôlée par ceux qui tiennent l'île. En juin, en signe de bonne volonté, la Russie a retiré ses troupes de l'île aux serpents, montrant qu'elle ne faisait pas obstacle aux efforts de l'ONU pour organiser un couloir permettant l'export de la production agricole depuis l'Ukraine. Cependant, bien que les troupes russes aient quitté l'île aux serpents est toujours contrôlée par la flotte et l'armée de l'air russe. Durant cette période, nous avons fait de la mer d'Azov une mer intérieure. Personne ne s'en aperçoit tellement, mais la mer d'Azov est maintenant notre propre mer intérieure. Pendant cette période, nous avons libéré de très grands territoires dans le sud. La libération du territoire de la République populaire de Lugansk est désormais chose faite. Nous avons libéré une grande part de la région de Donetsk. Et naturellement, nous poursuivons notre opération vers le nord, autour de Kharkov. Nous combattons contre un ennemi supérieur en nombre. Au début de l'opération militaire, il y avait 220 000 à 240 000 hommes sous les drapeaux, plus quelques centaines d'hommes ayant participé à l'opération antiterroriste, comme ils l'appellent dans l'est du pays. À ce chiffre, il faut ajouter les gardes frontières, les employés du ministère de l'Intérieur, ceux du service de sécurité de l'Ukraine. Donc, quand Zelensky parle de 500 000 à 700 000 hommes, il n'exagère pas. Nous avions 200 000 hommes et ce chiffre n'a pas changé. C'est assez extraordinaire quand on y pense. 200 000 hommes se battent contre une armée de 700 000. Lentement mais sûrement, ils avancent vers la victoire. Le gouvernement russe a annoncé très clairement et sans ambiguïté ce qu'il voulait. Il veut défendre les intérêts russes à Lugansk et à Donetsk, dans le Donbass. Il veut la Crimée. Il veut des garanties de sécurité pour les Russes ethniques. Il a énoncé très clairement ces points. Si bien qu'en fin de compte, malgré ce que nous entendons dire au gouvernement ukrainien, je pense que les Ukrainiens devront finalement donner une partie de leur territoire en échange de la paix.